Bonjour, Bonjour. je suis Zineb Scali, principale au BCG, au bureau de Casablanca. J'ai rejoint le BCG en 2008, à la fin de mes études d'ingénieur à Centrale. Et 8 ans plus tard, j'y suis toujours. J'ai rejoint initialement le bureau de Paris. Et puis j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs géographies, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et maintenant en Afrique. Ça fait un peu moins de 3 ans que je suis au bureau de Casa, spécialisée sur des problématiques de biens de consommation et de secteur public. À côté de ces fonctions de principal, je suis aussi directrice du recrutement. Et donc je suis doublement ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des entretiens de préparation des études de cas. On espère, Jean-Baptiste et moi, qu'à l'issue de ce chat, l'étude de cas n'aura plus de secret pour vous, que vous serez nombreux à postuler au BCG, à Paris ou à Casa. Ou dans d'autres cabinets. Et que vous serez armés pour mieux réussir vos entretiens. On a de belles opportunités à vous offrir en stage ou en CDI si vous avez envie voilà, de travailler dans un environnement sympa sur des problématiques stratégiques très visibles, comme je vous le disais, dans une ambiance familiale et internationale. Merci Zineb. De mon côté, je suis Jean-Baptiste Vermeer, je travaille aussi au BCG, au bureau de Paris. Je suis senior associate, j'ai rejoint le BCG à la sortie de mes études il y a 1 an et demi. Avant ça, j'avais fait HEC avec une formation plutôt financière. Au BCG, j'ai travaillé sur des projets variés, aussi bien dans le secteur de la pharma que le secteur du luxe ou encore le retail. Et voilà, j'étais dans vos baskets il y a pas si longtemps que ça, donc je suis très content de participer à ce chat et de pouvoir répondre à vos questions. Alors, on va passer ensemble à peu près 1 heure. Une demi-heure, on va essayer de vous donner des conseils pour mieux préparer vos études de cas en cabinet de conseil. Et puis, on se laissera l'autre partie de ce chat pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à réagir et à poser toutes vos questions. Ce qu'on vous propose, c'est de faire ce chat en 3 temps. Ouais. Le premier temps, c'est qu'on va vous expliquer ce que c'est qu'une étude de cas, c'est quoi le principe d'une étude de cas. Le deuxième temps, on s'est dit que c'était utile de vous faire une étude de cas un peu en direct. Donc en accéléré bien sûr, mais on fera un petit jeu de rôle. Voilà, je vais me prêter au jeu aussi de l'étude de cas en direct. Exactement, donc on va faire ça où on va prendre une étude de cas réelle pour faire le test et puis on se laissera quelques minutes à la fin de cette première demi-heure pour vous donner des conseils pratico-pratiques sur les 12 and don'ts comme on dit, ce qu'il faut et ne pas faire, ce qu'il faut faire et ne pas faire dans une étude de cas. Ok, donc peut-être pour commencer, on peut revenir un petit peu sur la présentation de l'exercice de l'étude de cas. Quelles sont les spécificités, quelles sont les qualités recherchées et puis quelles sont les attentes aussi du recruteur. Peut-être que Zineb, tu peux nous dire un peu les grands traits de cet exercice. Alors, je voulais juste dire un premier mot avant de répondre à ta question, Jean-Baptiste. Ouais. Chaque cabinet de conseil a évidemment son propre processus de recrutement et ses spécificités dans les études de cas. Nous, on va vous parler de ce qu'on connaît le mieux, on va vous parler du processus d'entretien au BCG et de l'étude de cas au BCG. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de similitudes dans l'esprit de l'étude de cas, dans les attentes que peut avoir un intervieweur et dans ce que j'appellerais les figures imposées d'une étude de cas. Donc ce qu'on vous dira aujourd'hui s'appliquera bien évidemment au BCG, mais devrait normalement vous aider pour l'ensemble de vos entretiens en cabinet de conseil. Voilà, donc cette première précision. Pas spécifique BCG. Absolument. Maintenant, c'est quoi le but d'une étude de cas? Qu'est-ce que c'est que cet exercice? Le but de l'étude de cas, comme de l'ensemble de l'entretien que vous allez avoir, c'est finalement, pour votre intervieweur comme pour vous, le but c'est de répondre à une question. Pour vous, c'est
est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne qui est en face de moi, donc mon intervieweur? Est-ce que j'ai envie que cet intervieweur soit mon chef de projet? Est-ce que j'ai envie d'être à sa place dans quelques années? Et pour votre intervieweur, c'est un peu la même chose. C'est est-ce que je l'apprends sur mon projet actuel dans mon équipe? Est-ce que je lui fais rencontrer mon client? Est-ce que je lui confie ce module? Donc, un entretien et une étude de cas, c'est pas du tout un moment où on a envie de mettre le candidat dans une situation inconfortable. Au contraire, quand vous avez ça en tête, vous comprenez qu'une étude de cas, c'est finalement un échange. C'est un échange pour que vous puissiez expliquer à votre intervieweur comment vous réfléchissez. Donc, on utilise pour cela une problématique d'une entreprise qui se place dans un secteur donné. C'est souvent d'ailleurs issu d'un vrai cas qu'on a fait, donc de notre propre expérience, qu'on a évidemment adapté, simplifié pour que ça puisse se prêter à cet exercice qu'est l'étude de cas. Et donc, l'objectif, c'est pour le candidat de montrer comment il raisonne, de raisonner à haute voix de manière structurée, de formuler ses hypothèses, d'être capable de trouver des idées pour tester ces hypothèses et pour se dire est-ce que mes hypothèses sont logiques, et puis éventuellement de formuler des recommandations. Mais ce n'est pas forcément la finalité. Dans l'étude de cas, ce qui compte, ce n'est pas la solution, c'est plutôt le chemin que vous allez emprunter pour y arriver. Dernier point pour répondre à cette question, ça c'est ce qu'est une étude de cas. Je pense que c'est intéressant de savoir aussi ce que n'est pas une étude de cas. Une étude de cas, c'est pas question pour un champion. C'est pas, on vous pose une question, vous buzzez, vous répondez. Donc on cherche pas une réponse immédiate. On cherche pas une réponse précise. Vous devez dire exactement ça. Et on ne cherche pas une réponse parfaite. C'est pas, il y a un énoncé, il y a un corrigé. Hein. Une fois de plus, ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment vous réfléchissez. Et puis une étude de cas, c'est pas non plus un examen de culture générale sur un secteur particulier. Hein. On ne cherche pas à ce que vous brillez par votre connaissance particulière d'un secteur. D'ailleurs, normalement, si ça se passe bien, vous avez plusieurs entretiens. Chaque entretien est dans un secteur donné, donc vous ne pouvez de toute façon pas être l'expert de tous les secteurs. Donc, ne soyez pas déstabilisés si le cas porte sur un secteur que vous ne connaissez pas du tout. Oui, tout à fait. Peut-être pour conclure sur un dernier point sur l'étude de cas, ce n'est pas non plus la seule partie de l'entretien préparé. C'est important de bien avoir en tête que souvent il y a dans le processus de recrutement, il y a notamment une partie avant l'étude de cas qui est dédiée à votre motivation, à l'interaction avec votre recruteur, et ensuite vous faites votre étude de cas et vous avez un temps de questions à la fin aussi qui vous permet d'en savoir plus sur le cabinet et de vous faire un peu votre opinion aussi sur le quotidien de la vie dans ce cabinet et du consultant avec qui vous êtes en train d'échanger. Et peut-être plus, si je veux donner plus de détails sur le BCG, au BCG on a aussi une spécificité, c'est qu'on a donc des études de cas orales qui vont ressembler à ce qu'on va vous montrer maintenant. Et puis aussi une étude de cas écrite qui a un format un peu plus long, qui dure 2h30, dans lequel il y a 2 heures d'études et une demi-heure de synthèse à la fin, qui teste des capacités interpersonnelles et analytiques un petit peu différentes. Voilà, donc ça c'est peut-être juste pour replacer l'étude de cas aussi dans le contexte général. Je pense que tu disais, Jean-Baptiste, sur le fait que l'étude de cas n'est qu'une partie de l'entretien, c'est vraiment un point important. Aujourd'hui, on va beaucoup vous parler de l'étude de cas et parce qu'on sait que c'est ce qui génère peut-être le plus d'anxiété. C'est un exercice qui est un peu particulier, donc on a été à votre place. Donc on comprend très bien que c'est peut-être l'exercice quand vous vous intéressez à des cabinets de conseil qui est celui que vous préparez le plus. Mais je vous assure, il arrive encore trop souvent qu'on voit des candidats qui réussissent plutôt bien l'étude de cas, mais qui n'ont pas pris le temps
et qui n'ont pas pris la conscience de l'importance de cette première et de cette dernière partie de l'entretien, à savoir le moment où ils vont articuler leur parcours, leur projet professionnel, leur motivation, leurs expériences et qui ont des questions qui sont déjà prêtes. Moi, ça m'est déjà arrivé en faisant passer ces entretiens, d'arriver à cette dernière partie où je demande à un candidat « Est-ce que vous avez des questions pour moi ?» et que le candidat me dise « Non, je n'en ai pas ». Vous devez en avoir. C'est dommage. Ouais. Vous devez en avoir. Souvenez-vous, le but de l'entretien, c'est est-ce que j'ai envie de travailler dans cette entreprise? Donc, forcément, vous devez en avoir. Préparez ces questions en avance. Vous pouvez avoir des questions qui arrivent sur le moment parce qu'il y a des choses que votre intervieweur dit, que vous trouvez du coup intéressantes, sur lesquelles vous avez envie de rebondir. Mais prenez le temps de préparer vraiment les 3 moments de l'entretien. Je pense que c'est un conseil qui est très précieux. Ouais. On passe à la simulation. Passons maintenant à la simulation. On va tester plusieurs dimensions de l'étude de cas. Zineb, si tu veux, tu nous les présentes et puis ensuite on vous fera une simulation sur chacune de ces dimensions. Voilà, on s'est dit en préparant ce chat que c'est probablement plus sympa et plus utile de vous faire une vraie étude de cas en temps réel. Comme je vous le disais, en accéléré, une étude de cas dans un entretien, ça dure 20-25 minutes. On va essayer de faire ça en 10 minutes. Hein. On va essayer de faire ça en plus court. Et on va essayer de se focaliser sur ce que j'appelais les temps forts d'une étude de cas. Il y a 5 temps forts dans une étude de cas qui correspondent en fait chacun à une qualité qui est recherchée par votre intervieweur. Vous ne les aurez pas forcément tous, mais en tout cas, attendez-vous à ces 5 temps forts. Le premier, probablement le plus important, c'est celui qu'on appelle la structuration ou la mise en situation. Je ne vous donne pas plus de détails, vous allez le voir en pratique, exactement. Le deuxième, et d'ailleurs c'est pas forcément dans cet ordre que ça arrive dans un entretien, mais c'est dans l'ordre qu'on va vous proposer. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le business sense. Le troisième, c'est la rigueur analytique ou la mise en équation. Le quatrième, c'est la créativité. Et le dernier, c'est la synthèse. Donc, on y va? Allons-y. On y va. Alors, pour cette étude de cas, donc Jean-Baptiste... je vais me prêter au jeu et faire le candidat. A gentiment accepté d'être le candidat. Je suis donc l'intervieweur. Donc, ce que je vous propose pour cet exercice, c'est que on va donc faire 5 moments. On fait un moment, on arrête, je vous commente, je vous fais rentrer dans la tête de l'intervieweur. Donc, je vous dis qu'est-ce qu'il pense du candidat et puis on reprend le moment suivant. On y va? Allons-y. Alors, Jean-Baptiste, votre client opère dans l'industrie de l'édition. D'accord. Donc, il édite, il imprime et il stocke et livre à ses clients finaux des livres, des romans, toutes sortes de littérature. Et aujourd'hui, il se pose une question sur son entrepôt. Il a un entrepôt qui arrive à saturation et le PDG vient vous voir parce que ses équipes lui disent que, étant donné que cet entrepôt arrive à saturation, il faut investir. D'accord. Il faut investir dans une extension et cette extension va coûter 10 millions d'euros. Et donc, il vient voir le BCG en disant c'est un montant important, c'est un investissement conséquent. Est-ce que c'est une bonne idée? Et est-ce qu'il n'y a pas un moyen quand même d'éviter cet investissement-là? D'accord. Alors, peut-être pour résumer notre situation, donc notre client travaille dans l'industrie de l'édition. Il s'occupe d'éditer, de distribuer donc des livres et il stocke pour ce faire dans un entrepôt les livres qu'il distribue. Or, cet entrepôt est arrivé à saturation. Ouais. Et du coup, la question qui se pose est, faut-il étendre cet entrepôt, ce qui aurait un coût de 10 millions d'euros, ou est-il possible d'éviter cet investissement? Absolument, tout à fait, c'est ça. D'accord. Alors peut-être, juste avant d'essayer de me plonger dans ce problème, essayer de comprendre un petit peu mieux mon client. Donc s'il veut faire
si cet entrepôt arrive à saturation, est-ce que c'est lié à des ventes en forte hausse Non. La situation, je dirais, et en termes de volume et de valeur, est stable. Les ventes en volume et en valeur sont stables. Ok. Et il n'attend pas non plus de cet investissement un revenu supplémentaire Pas vraiment en fait. Il opère dans un secteur d'activité qui est arrivé à maturité depuis quelques années. Donc disons que son seul problème, c'est que la qualité de service s'est dégradée. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à livrer aussi vite, etc. Donc c'est le seul problème qu'il cherche à résoudre en fait. Il ne cherche pas à générer des revenus additionnels. Ok, c'est clair. De mon côté, je vais prendre peut-être un petit moment juste pour résumer ma pensée. Hop. Tu veux vraiment prendre... Allez, je vais pas le faire vraiment. Donc on va enchaîner. Donc finalement, la question de notre client, c'est qu'est-ce qui fait que cet entrepôt arrive à saturation. Alors moi, j'imagine un entrepôt. Et donc, pour moi, c'est avec des rayonnages et des livres. Et donc, je suppose que ce qui remplit notre entrepôt, ça va être le nombre de titres que notre éditeur a à son catalogue, multiplié par le volume de livres qu'il y a par titre, et enfin, par la place qu'occupe un livre de chacun de ces titres-là. Oui. Très bien. Donc, c'est le nombre de références. Voilà. On appelle ça comme ça aussi, multiplié par la quantité de livres qu'il y a dans chaque référence, multiplié par l'espace, le volume qu'occupe chaque livre. C'est ça? Exactement. Très bien. On s'arrête? Allez. Alors, plein de bonnes choses dans ce que Jean-Baptiste a fait. D'abord, et je pense que c'est ce qui est le plus appréciable dans ce petit exercice qu'on a fait. Jean-Baptiste a cherché un vrai échange et un vrai dialogue. Et un échange commence par l'écoute. Il a eu une attitude d'écoute active qui est très intéressante. Il a... Tout va bien. Il a pris des notes. Il a pris le temps de reformuler. Et il a pris le temps de poser des questions. Poser des questions pour sa propre compréhension. Donc, n'hésitez pas à faire la même chose, c'est-à-dire à poser des questions pour être sûr de comprendre le secteur d'activité dont il retourne, quel est le vrai objectif, etc. L'objectif final du cas. Ne vous jetez pas sur la réponse, d'autant plus que, comme on se l'est déjà dit au démarrage, c'est pas la réponse qui compte. Hein? Donc ça, c'est la première chose de très positive dans ce que Jean-Baptiste a fait. La deuxième, c'est que il a pris le temps. Alors, il a pris le temps de réfléchir à comment il va structurer le sujet. Vous pouvez prendre une minute, là on n'a pas voulu le faire jusqu'au bout en prenant, vous pouvez prendre 1 à 2 minutes, il n'y a vraiment aucun problème, vous pouvez demander 1 à 2 minutes sans vraiment aucun problème. Faut pas se sentir mal de demander un petit moment. Oui, d'ailleurs je pense que votre intervieweur s'y attend, il s'attend à ce que vous preniez un peu de temps. Et puis c'est un moment où en fait vous essayez de mobiliser toute cette préparation que vous avez pu faire jusque maintenant, vous avez aussi la possibilité de réfléchir justement à cette fameuse structure. Et ça, c'est la troisième chose que Jean-Baptiste a très bien fait, c'est qu'il a réfléchi à une structure qui est adaptée au sujet, adaptée au contexte. Il n'a pas plaqué, en fait, une structure qu'il a déjà lue ou qui vient de je ne sais quel concept. Hein. Il n'a pas appliqué de framework qu'il connaissait déjà. Il a appliqué une structure qui est adaptée à cette... Exactement, qui répond à ce problème. Et c'est une structure, et c'est un conseil que je vous donnerai, c'est une structure qui est très rigoureuse. C'est-à-dire que c'est presque une équation mathématique, en fait, ce qu'il a fait Jean-Baptiste. Il a dit capacité entrepôt égale nombre de références fois.
Oui. Et donc, dans la suite de la réflexion, on va, dans l'entretien, prendre chacun ou l'un de ces bouts de l'équation. On appelle ça aussi un arbre logique, ce que j'ai appelé équation mathématique. Vous pouvez appeler ça aussi arbre logique, c'est-à-dire qu'il est parti de la grande question qui est la saturation, d'où elle vient. Elle vient d'un problème de capacité. Qu'est-ce que c'est que la capacité? Et il a décomposé en 3 problèmes. Donc, la structuration, c'est votre capacité à décomposer un problème en apparence complexe en une succession de problèmes plus simples, mais qui répondent dans leur totalité au problème initial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Il n'a pas raté un pan du sujet. Un pan du sujet, absolument. Voilà. Donc ça c'est pour cette partie de structuration. On passe à la au deuxième temps fort. Le deuxième temps fort, c'est celui qu'on appelle le business sense. On vous montre. Alors, très bien. Donc merci pour cette structure. Je vous propose qu'on regarde le premier pan de votre arbre, qui est le nombre de titres. Et donc, on se pose la question, comment faire pour réduire le nombre de titres? Puisque ce qu'on veut voir, c'est comment est-ce qu'on peut agir sur la saturation de l'entrepôt. Et donc, une des façons de le faire, c'est de réduire le nombre de titres. Comment on ferait si on voulait savoir quel titre il faut supprimer? Alors, pour réduire le nombre de titres, bon, je pense que ça a des avantages et des inconvénients. Donc, il va falloir essayer de comprendre un peu mieux ces deux aspects. Sur la partie avantage, ça va nous libérer de la capacité. Donc, ça, pour notre entrepôt, c'est bien. Ça libère de l'espace, c'est ça? Voilà, de l'espace. Ouais. Et ça va aussi nous permettre de réduire nos coûts associés à ce titre-là. Alors, ça va être uniquement du coup un certain type de coûts, les coûts variables associés au titre que l'on supprime. D'accord, d'accord. Et ensuite, en inconvénient, bien entendu, on va avoir une perte de revenus associée à notre trait de titre. D'accord, d'accord, très bien. Je voudrais revenir sur ce que vous m'avez dit sur les coûts. Donc, vous m'avez dit qu'il y a des coûts fixes, des coûts variables. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire la structure de coûts d'un entrepôt de ce style, elle ressemble à quoi? Alors, si j'essaie de m'imaginer un petit peu ma chaîne en fait d'étapes, dans mon entrepôt, j'ai d'abord l'entrepôt en lui-même, donc des coûts fixes de locaux. Ensuite, je vais avoir tout ce qui va être déplacement de prendre mon livre sur le rayonnage et l'amener jusqu'à ma chaîne où je l'empaquette. Donc d'abord, le fait de le prendre et le déplacer, ça c'est des coûts de manutention, c'est du personnel. D'accord. Ça c'est un coût variable. C'est forcément du personnel? On peut imaginer des solutions plus robotisées. D'accord, d'accord. Mais bon, a priori, c'est du personnel et peut-être aussi un chariot pour déplacer ou une machine élévateur. Et enfin, donc le packaging, lui, va être aussi variable. Et puis, on peut se dire aussi qu'il y a sûrement des coûts administratifs pour notamment tout ce qui est le système informatique. Oui. Voilà, qui eux sont des coûts fixes. Très bien. Alors, on débrief. Là encore, plein de bonnes choses dans ce que Jean-Baptiste vient de nous dire. Ça, c'est ce qu'on appellerait quelques questions de business sense, c'est-à-dire le fait de vous dire à quoi ressemble la structure de coût d'un entrepôt. Tu n'es jamais rentré dans un entrepôt d'édition? Non, jamais. Bon. Et pour autant, il arrive en structurant sa réflexion, en suivant la chaîne de valeur. En fait, il a suivi un livre, il a suivi le parcours d'un livre, et puis en mobilisant quelques compétences, quelques connaissances. Je pense qu'ils font partie de votre culture générale, de se dire voilà, le livre, peut-être qu'il y a un peu de mécanisation, peut-être que c'est que du personnel. Voilà, c'est ce genre de questions-là. Il a agrémenté ça un peu avec cette notion de coût fixe, coût variable que vous pouvez utiliser et que les candidats utilisent d'ailleurs souvent. Donc,
il a montré qu'il avait une bonne culture business, sans pour autant être un spécialiste du secteur de l'édition. Et même dans ce business sense, il s'est raccroché à de la structuration. Et donc, il s'est dit, je vais suivre un livre et comme ça, je suis sûre de rien rater. Il a suivi une logique, il ne s'est pas juste lancé. Il n'a pas juste fait une liste à l'après-vert de voilà ce que ça serait. Et finalement, sur cette question de business sense, votre logique, vos expériences académiques, vos expériences professionnelles, vos stages, etc., sont vos meilleurs atouts pour répondre à cette question. Troisième temps fort. Allons-y. Allons-y. Ce qu'on appelle la mise en équation ou la rigueur. Alors, on va rester, Jean-Baptiste, si vous le voulez bien, sur cette question de réduction du nombre de titres. D'accord. Hein, et on va faire un cas particulier. On va regarder la collection, les études de cas pour les nuls. Très bien. Cette collection, on se pose la question, est-ce qu'il faut ou pas la supprimer ? Donc la retirer de nos ventes. Et donc on voudrait savoir quel est l'impact sur notre marge du fait de retirer cette collection. D'accord. Je vais vous donner quelques chiffres. Notre entrepôt fait une marge de 5 millions d'euros. D'accord. C'est à peu près 25% de notre chiffre d'affaires. D'accord. Et la collection en question fait à peu près 10% de nos volumes. Donc la question qu'on se pose, c'est quel est l'impact sur la marge de l'entrepôt ou de l'entreprise du fait de supprimer cette collection. D'accord. Alors je pense que la première étape, vu qu'on va étudier l'impact de la suppression de ce titre, c'est de regarder quelle est la situation avant et quelle est la situation après la suppression du titre. Donc la première étape pour accéder à la marge, ça va être de calculer notre chiffre d'affaires. D'accord. Donc notre chiffre d'affaires, on sait que notre entreprise fait 5 millions d'euros de marge et que ça représente 25% du chiffre d'affaires. Donc notre chiffre d'affaires est égal à 4 fois 5 millions et donc à 20 millions d'euros. D'accord. Avant suppression du titre. Si on veut maintenant regarder notre chiffre d'affaires après suppression du titre, donc on sait que le titre fait 10% des volumes. Est-ce qu'on a une hypothèse sur le prix moyen de ce titre ? On peut faire l'hypothèse que le prix moyen de ce titre est le même que le prix moyen des titres dans l'entrepôt. D'accord, très bien. Qu'est-ce que ça vous dit, ça ? Dans ce cas-là, supprimer le titre revient à baisser de 10% notre chiffre d'affaires. Donc le fait de dire que c'est le prix moyen fait que 10% des volumes deviennent également 10% de notre chiffre d'affaires. Très bien. Et du coup, vu que notre chiffre d'affaires avant était de 20 millions d'euros, ça devient 20 millions d'euros moins 10% de 20 millions, c'est-à-dire 2, soit 18 millions d'euros de chiffre d'affaires post-suppression du titre, les études de cas pour les nuls. Alors, si on veut maintenant arriver à notre marge, il va falloir reconstituer nos coûts. D'accord. Donc on a une marge qui arrive à 5 millions d'euros avant la suppression du titre, et donc on a 15 millions d'euros de coûts. D'accord. Est-ce que l'on sait comment les décomposer, quelle part de ces coûts est fixe et quelle part est variable? Pourquoi vous voulez avoir cette décomposition? Parce que la partie fixe ne bougera pas après suppression de notre titre. Très bien. On va faire l'hypothèse que c'est moitié-moitié. Moitié fixe, moitié variable. Donc on a 7,5 millions d'euros de coûts fixes et la même chose de coûts variables. Donc les coûts fixes ne vont pas bouger. Nos coûts variables vont baisser de 10%. Donc 10% de 7,5 millions d'euros, ça représente 0,75 millions d'euros. D'accord. Et donc 7,5 moins 0,75, on arrive à 6,75 millions d'euros. D'accord. Et donc au total, nos coûts après sont de 7,5 millions d'euros plus 6,75 millions d'euros. Ça nous fait
14,25 D'accord. millions d'euros D'accord. de coûts. Et donc, du coup, notre marge après suppression du titre devient 18 millions d'euros moins 14,25 millions d'euros, soit 3,75 millions d'euros. Et donc l'impact marge du fait d'avoir supprimé ce titre, c'est de 1,25 million d'euros. Très bien. Bon, on débriefe. Faisons un petit enveloppe. Bon. Décidément un très bon candidat, hein, Jean-Baptiste. Encore plein de bonnes choses dans ce qu'il a fait. Ce temps fort en particulier, la mise en équation, c'est quelque chose qui suscite beaucoup de questions. Quand on est sur les forums, on nous pose beaucoup de questions là-dessus. Il faut rester calme, prendre son temps, poser le calcul, clairement. Personne ne vous reprochera de poser votre calcul. Ne prenez pas un temps infini à faire les additions et les soustractions, mais écrivez, il n'y a vraiment aucun problème. Apprenez vos tables de multiplication, c'est en général assez utile. Et exercez-vous. C'est simplement une question de gymnastique intellectuelle. Donc exercez-vous sur des petits calculs mentaux. Je pense que ce qu'on a fait là est un exemple... Oui, de difficulté. Oui, de difficulté moyenne, je pense. Il faut être capable d'aller assez rapidement, mais il n'y a pas de complexité. Absolument. Il y a juste... voilà. Posez votre calcul. Faites un avant-après sur... Je ne sais pas si on arrive à voir, mais voilà, il a clairement écrit son avant, son après, sa marge, c'est un chiffre d'affaires, des coûts, et donc il a calculé petit à petit. Il n'a pas forcément toutes les réponses et tout le raisonnement tout seul. Hein. L'intervieweur est là pour poser des questions, pour rattraper parfois. Donc ça encore, c'est un conseil qui peut être, je pense, utile, c'est laissez-vous un petit peu guider. Hein. Si on ne cherche pas à vous piéger, donc partez là où votre intervieweur vous emmène. Quatrième moment de l'étude de cas intéressant, c'est celui qu'on peut appeler de la créativité. Donc on va faire l'exercice. Jean-Baptiste, restons sur cette dimension coût. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme idée pour réduire les coûts de cet entrepôt, au-delà de la suppression d'un titre? Alors, si je prends donc un peu nos deux grands types de coûts, sur les coûts fixes, on pourrait imaginer par exemple si notre client est propriétaire de son entrepôt, vendre l'entrepôt et passer en location. D'accord. Ça pourrait être une manière de réduire les coûts. Sur les coûts variables, on pourrait imaginer par exemple sur la partie manutention, peut-être, je l'avais évoqué, mais aller plus vers une robotisation de notre entrepôt. D'accord. On pourrait aussi imaginer, par exemple sur notre packaging, je ne sais pas, standardiser notre packaging, vu que les livres c'est quand même un format relativement proche. Ça pourrait être une hypothèse aussi pour réduire Très bien, le coût. merci. Voilà, vous voyez, l'idée c'est de poser une question qui ne nécessite pas forcément de structuration particulière et de voir si le candidat est capable de sortir 3, 4, 5, 6 idées. Tu aurais pu... Tu aurais pu dire on va massifier les volumes, on va changer de fournisseur pour rester sur cette question du packaging. Changer de fournisseur, on va mieux négocier avec notre fournisseur, on va réduire la quantité de papier qu'on utilise. Voilà. L'idée, c'est juste de voir si vous avez de la ressource. Dernier point, le point de la synthèse, intéressant. Jean-Baptiste, votre client a 1 minute avant sa prochaine réunion. Il veut savoir où vous en êtes de votre réflexion. Très bien. Eh bien, donc, pour essayer de comprendre pourquoi l'entrepôt est à saturation, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement 3 leviers, soit baisser le nombre de titres au catalogue, soit baisser le volume de livres par titre, soit standardiser le format d'un titre. On a étudié une de ces pistes, qui est le fait de retirer un titre du catalogue. Maintenant, je pense que les prochaines étapes, ça serait notamment de réfléchir à quels pourraient être les critères pour retirer nos titres sur le catalogue de manière systématique. On pourrait aussi imaginer d'autres pistes de réduction de coûts, notamment. Très bien.
Donc, dernier débrief sur cette synthèse. La synthèse est un exercice qui peut parfois être un peu déstabilisant pour les candidats parce qu'il faut donner une réponse tout de suite. Ça m'arrive d'avoir des candidats qui disent: est-ce que je peux prendre quelques minutes pour y réfléchir? Non, hein, c'est votre client, il a ouvert la porte, il est là, il veut savoir maintenant où vous en êtes. Donc, mais jamais dans un ascenseur. Ou dans un ascenseur. Mais voilà, donc vous n'avez pas le temps de préparer. Donc ça veut dire que quelque part, il faut que vous gardiez le lien, il faut que vous gardiez voilà, le fil de tout ce que vous avez fait depuis le démarrage de l'entretien, depuis le démarrage de l'étude de cas. Faites court, n'ayez pas peur de faire court, de raconter le raisonnement que vous avez eu jusqu'à maintenant, le résultat auquel vous êtes parvenu et la prochaine étape. C'est court, c'est concis, il n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc voilà, ne craignez pas la concision parce que c'est finalement ça qu'on recherche. Je pense qu'on a un petit peu de retard sur le timing. On conclut peut-être avec quelques conseils. Oui, avec plaisir. Quelques conseils pratico-pratiques pour préparer les entretiens. Oui, exactement. Moi, je pense que donc, pour se préparer à l'étude de cas, vous pouvez déjà commencer par le début. Vous avez des manuels, on en a quelques-uns derrière nous, voilà, qui peuvent vous aider à vous familiariser. Il y a aussi des vidéos sur YouTube qui sont très bien faites. Ça, c'est vraiment pour en voir plus et sous un format différent. Ensuite, je pense que le point important que j'aimerais souligner, c'est que ça se prépare aussi à plusieurs. C'est important d'avoir un petit groupe en fait, avec lequel vous allez pouvoir vous entraîner, aussi être l'intervieweur aussi bien que le candidat, et puis progresser en fait, finalement tous au même rythme. Ce qui fait que vous allez rechercher des choses de plus en plus différentes, être capable d'aller plus loin dans vos études de cas. Voilà. Et enfin, le troisième point, je pense, c'est que vous pouvez profiter aussi de tout ce que les cabinets font, que ce soit des événements, des sessions spécifiques de préparation. Je sais qu'au BCG notamment, on fait des sessions comme ça. N'hésitez pas, ça vous permet aussi de rencontrer des consultants, d'en savoir plus sur les cabinets qui pourraient vous plaire, en plus de simplement préparer vos études de cas. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur... Ça, c'est le avant. Ouais. Est-ce que sur le pendant, tu veux nous donner quelques conseils? Oui, je pense que c'est important aussi sur le pendant, quand on est bien préparé. Je pense qu'on arrive à aussi prendre un peu plus de plaisir à faire cet exercice. Voilà. Ça donne un aperçu du métier de consultant. Il faut chercher l'échange, c'est vraiment un dialogue. Vous l'avez vu, on a fait plusieurs fois, j'ai plusieurs fois demandé ou on a fait des hypothèses. Pour simplifier les calculs, pour aller plus vite, il ne faut pas passer à côté de ces étapes-là. Et puis, vraiment bien structurer son raisonnement, notamment au début, et à certains moments, pas hésiter à revenir à la structure initiale pour aussi garder le fil pendant toute l'étude de cas. Voilà, je pense que c'est un peu les grands points. Très bien. Avant de finir, de mon côté, je voulais juste vous dire... 3 erreurs à éviter, 3 erreurs que je vois souvent en tant qu'intervieweur dans les entretiens qu'on fait passer. Je pense qu'on en a dit plusieurs, mais moi, si je devais en retenir que 3, ça serait celle-ci. La première, on en a parlé au tout début, c'est Jean-Baptiste qui en a parlé. L'erreur, c'est d'être trop focalisé sur l'étude de cas. Une fois de plus, on a fait ce chat sur l'étude de cas parce que c'est l'exercice qui est très spécifique au cabinet de conseil. Ne passez pas à côté de la préparation des autres parties de l'étude de cas, à savoir cette partie où vous présentez votre projet professionnel, vos motivations, et puis le moment qu'on va vous accorder pour poser des questions à votre intervieweur. La deuxième erreur, c'est de sauter tout de suite à la conclusion, de tout de suite... voilà, donnez la réponse ou ce qu'on croit être la réponse. Prenez votre temps. Souvenez-vous, le chemin compte plus que la solution en elle-même. Et puis le troisième conseil, et je voudrais vous laisser avec celui-là, qui peut vous paraître un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on s'est dit jusque maintenant, ne vous surpréparez pas trop. Préparez-vous. Mais comme le disait Jean-Baptiste, prenez du plaisir. Et si vous voulez prendre du plaisir, il ne faut pas que vous soyez lassé de cet exercice. Ayez des réponses qui soient des réponses authentiques, personnelles. Votre intervieweur voit beaucoup de candidats. Donc dites-lui évidemment des choses conventionnelles parce que sur les motivations, sur pourquoi vous avez envie de rejoindre le cabinet. Mais essayez aussi de dire quelque chose de vous parce que c'est finalement... ça, le but d'un entretien, c'est les questions que je vous disais au début. Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne des deux côtés? Voilà.
Bon, je pense qu'on peut passer maintenant à la partie questions. Je sais qu'on a eu pas mal de questions pendant le chat. Zineb, si tu veux. Oui, alors, première question de Mohamed Ali. Est-il mal vu de procéder au calcul dans une feuille au lieu de le faire mentalement? Jean-Baptiste, toi qui as brillamment fait ce calcul. Pas du tout. Je pense que c'est important de le faire sur une feuille pour bien détailler les étapes de votre calcul, vous rendre compte si vous manque une hypothèse qui peut arriver, et puis éviter un espèce d'effet, peut-être un effet tunnel, où votre interlocuteur ne voit pas ce que vous faites, ne peut pas vous aider, et si vous, par malheur, vous ne tombez pas sur le bon résultat, ça sera beaucoup plus dur de venir vous repêcher ensuite. Voilà. Complètement. Je pense que personne ne vous reprochera de poser le calcul, franchement. Faites-le. Alors, on a un commentaire de la part de Julien. Quel est selon vous le principal facteur de différenciation entre candidats? Il y a clairement le facteur de différenciation sur la performance sur l'étude de cas, dont on a parlé au début. Et là encore, c'est les attentes ou les qualités qu'on recherche, que ce soit des qualités de structuration, de rigueur, de créativité. Donc ça je mettrais ça dans un facteur qui est en effet important, mais ce n'est pas le seul, c'est loin d'être le seul. Il y a un autre facteur qui est très important, c'est le fit. Et ça peut nous arriver de dire, ce candidat, il n'a pas trop mal réussi l'étude de cas en fait. Mais on le voit pas dans notre environnement client ou pas dans notre environnement en interne. Voilà. Le fit est aussi une dimension importante. Et d'ailleurs, je vous retournerai même la question et je vous dirais que c'est aussi le principal facteur de différenciation entre plusieurs cabinets de conseil que vous verriez. Et donc, je vous encouragerai à passer autant d'entretiens que vous pouvez dans plusieurs cabinets de conseil justement pour tester le fit. Une autre question ? Alors, un commentaire d'Anna. What's the best way to prepare a case study interview if there is no one to help you with the mock-up interview? Alors, peut-être que là-dessus, moi je sais que ce qui existe, il y a des sites internet de Skype. Vous pouvez vous entraîner avec des étudiants partout dans le monde aux études de cas. C'est un bon moyen. Et sinon, je pense que vous pouvez vous entraîner avec les manuels aussi. Je sais que le manuel Case in Point, il est conçu comme ça, c'est-à-dire que vous tournez pas la page, vous faites vos raisonnements et vous regardez progressivement si vous avancez bien. Moi, j'avais utilisé le Case in Point. Je pense, si vous utilisez un manuel, ne lisez pas la question et la réponse. Voilà, ça ne se lit pas comme un roman parce que, en fait, tout ça, c'est du bon sens. Donc, quand vous lisez la question et la réponse, vous vous dites, c'est facile, c'est pas compliqué. Prêtez-vous vraiment à l'exercice. Maintenant, ce que disait la suite de la question, c'est if there is no one to help you with the mock interview, example, a friend working in a consulting firm. Vous n'avez pas besoin de vous faire préparer par quelqu'un qui travaille dans une boîte de conseil, dans un cabinet de conseil. C'est pas nécessaire. Déjà, pas mal de cabinets, et le BCG propose de vous préparer. Donc, il peut vous proposer de vous faire coacher pendant les événements, même en dehors pendant votre process d'entretien. Donc, vous pouvez toujours demander. Et puis, vous n'avez pas forcément besoin que ce soit quelqu'un qui travaille dans un cabinet de conseil. Ça peut être quelqu'un qui, lui aussi, est en train de préparer un entretien. Je pense que les deux bénéficient du fait de faire ces mock interviews. Alors, autre question. On a un commentaire de Julien. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des candidats PhD par rapport aux autres candidats? Alors, c'est une question que nous posent régulièrement nos candidats PhD. Il faut savoir que déjà, on cherche des candidats PhD. Le gros de nos recrutements se fait évidemment dans les écoles cibles d'ingénieurs et de commerce, dans les grandes écoles, mais on a aussi du recrutement qui vient, alors soit de ce qu'on appelle des lateral hires, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé par ailleurs dans une autre entreprise avant de rejoindre le BCG, mais aussi des PhD, et on en a de plus en plus, et on a besoin d'eux et besoin de cette diversité.
Maintenant, sur les attentes qu'on a vis-à-vis d'eux, un PhD, quand il rejoint le BCG, il est consultant généraliste, comme un autre candidat, comme un autre consultant qui aurait rejoint le BCG après plusieurs années dans l'industrie, par exemple. Maintenant, pendant le process d'entretien, on sait tout à fait qu'il n'aura pas forcément le même background business que quelqu'un qui a travaillé quelques années dans l'industrie. Donc, c'est pas forcément ça l'attente. On va être moins exigeant avec lui sur ce background business-là qu'avec quelqu'un qui a travaillé dans l'industrie. Néanmoins, son expérience en tant que PhD présente pas mal de similitudes avec le travail qu'il va faire en tant que consultant, et donc les compétences qu'il a pu acquérir vont pouvoir lui être utiles en tant que consultant généraliste. Je pense à tout ce qui est capacité analytique, rigueur analytique, résilience, hein, le fait de travailler longtemps, de ne pas lâcher l'affaire, de continuer à travailler sur un même sujet, puis même des qualités un peu interpersonnelles, votre relation avec votre maître de thèse, c'est un peu comme votre client. Donc, on est évidemment moins exigeant sur les capacités, sur le business sense ou les capacités business, mais il y a d'autres choses que vous avez connues et que vous avez appris en tant que PhD que vous pouvez tout à fait valoriser dans un entretien en cabinet de conseil. Ouais. Une autre question. Commentaire de la part de Rita. Pensez-vous que les entretiens Skype ont moins de chances d'aboutir que les entretiens en face à face? Alors, je vais peut-être prendre cette question parce qu'à Casablanca, on fait pas mal d'entretiens Skype. Ouais. Alors, on en fait parce qu'on a des candidats à Casablanca en particulier qui nous viennent soit de France ou même d'ailleurs quand c'est des MBA américains. Moi, je ne pense pas qu'ils ont moins de chances d'aboutir. On a des systèmes informatiques qui marchent très bien. On a un support informatique qui marche très bien. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est que les premiers entretiens, si vous êtes loin, vous les faites par Skype ou via notre système de vidéoconferencing qui marche, je vous dis, ça marche vraiment très bien. Maintenant, on pense que c'est tout aussi important pour vous que pour nous qu'il puisse y avoir un contact physique, que vous veniez voir nos bureaux. Et donc, au bureau de Casa, ce qu'on fait, c'est que pour votre dernier tour, on vous fait venir, évidemment, à nos frais, à notre charge, on vous fait venir au bureau pour rencontrer nos partenaires, on vous fait déjeuner avec des consultants du bureau, on vous fait faire un tour des bureaux, voilà, pour que vous ayez un peu le look and feel, vous et nous, de ce que pourrait être votre travail au BCG. Mais n'ayez pas d'inquiétude, les entretiens Skype, on en fait régulièrement, ça marche très bien. Alors, une autre question de la part de Salah. Pour les bureaux de Casablanca et Paris, en quelle langue sont les cas papiers? Très bonne question. Ils sont en anglais. Ça me permet de vous dire que le process de recrutement à Casa et à Paris sont identiques. Le process et les critères sont vraiment les mêmes. Hein. C'est vraiment la même chose. D'ailleurs, il y a une grande fluidité entre les bureaux. Et donc, le cas écrit, que ce soit à Paris ou à Casa, est en anglais. Un test. Pardon, et la restitution aussi est en anglais. Ouais. Le cas en lui-même est en anglais. Tout le déroulé est en anglais. Exactement. Alors, une question de Corentin. Quel cabinet du BCG recrute des étudiants d'école française à l'étranger? Casablanca, Dubaï. Alors, là-dessus, on a... en fait, tous les bureaux BCG ont des besoins. Et donc, tous les bureaux BCG recrutent des candidats de différents pools. Si vous êtes d'une école cible française, vous pourrez a priori postuler partout. Ouais. Exactement. Maintenant, c'est vrai que les étudiants de grandes écoles françaises vont souvent postuler en France ou à Casa ou à Dubaï, peu importe. Honnêtement, oui, bien sûr, tous les cabinets, tous les bureaux BCG, je dirais, recruteraient des étudiants de grandes écoles françaises. Casablanca en particulier a des besoins importants en recrutement et donc on reçoit régulièrement des candidats. Le fait de connaître l'arabe n'est pas du tout une obligation. Faut simplement être francophone et d'ailleurs on a une dizaine de nationalités au bureau. Donc, c'est vrai. Alors, commentaire de la part de Marwan, comment BCG se distingue-t-il des autres top tiers cabinets de conseil? Question de préparation aux entretiens.
Moi, je peux répondre peut-être pour moi là-dessus. Moi, ce que j'avais aimé avec BCG, c'est déjà le large panel de clients. Des entreprises, BCG accompagne des entreprises très variées et donc ça permet de voir beaucoup de secteurs et de maximiser un petit peu ce que l'on voit notamment en tant qu'associate ou ensuite par la suite consultant. Après, je pense que c'est aussi quand vous passez vos entretiens, les rencontres que vous faites, le fit que vous avez, ça marche dans les deux sens. Moi, j'avais aussi participé aux événements de recrutement du BCG, notamment BCG Inside, que j'avais beaucoup aimé. Ça permet de prendre un peu l'atmosphère du cabinet. Je ne sais pas si tu vois d'autres aspects. Je pense qu'on peut vous faire notre réponse qui est ce que disait Jean-Baptiste. C'est important que vous fassiez votre impression. Comment est-ce que vous voyez le BCG se distinguer des autres top tiers ou des autres cabinets de conseil? Et sans trahir aucun secret, c'est une question qu'on va vous poser. On va vous demander dans l'entretien pourquoi le BCG. Donc faites-vous aussi, vous, votre conviction sur cette question. Autre question? Alors, une question de Liana. Quelle est la mission la plus insolite que vous avez eu à mener? Je ne sais pas si on a eu des missions insolites. Je pense on peut avoir des moments un peu insolites dans une mission. Moi, ça me fait penser, le premier truc auquel je pense, c'est une mission qui n'a rien d'insolite. Vraiment, l'idée, c'était d'aider une chaîne de supermarchés en Afrique à se repositionner. En fait, elle perdait des parts de marché. La distribution moderne en Afrique peine à percer. Et cette chaîne-là en particulier avait perdu des parts de marché dans les dernières années. Et donc la question était comment faire, comment réussir à redresser la situation. Et je me suis retrouvée un matin, à, je sais pas, 5h ou 6h du matin, en bleu de travail, dans un supermarché à réarranger ou refaire le rayon pâtes alimentaires d'un supermarché avec des manutentionnaires. Et en fait, l'idée, c'est qu'on leur a dit qu'il y avait probablement un enjeu de massification des volumes pour pouvoir réduire leurs coûts. Et vous y penserez la prochaine fois que vous irez dans un rayon pâtes alimentaires, mais il y a un nombre de références dans les supermarchés qu'on appelle généralistes qui est absolument hallucinant. Et donc, on leur a recommandé de rationaliser leur assortiment, leur rayon, exactement, pâtes alimentaires. Et on a fait le test en fait. Donc, on a fait ce qu'on appelle un planogramme. Donc, on a dessiné quelles références on garderait. Et on a dessiné le plan. Et j'ai fait le plan il y a quelques années maintenant pour voir quel effet ça aurait. Voilà, c'est assez marrant. Jean-Baptiste, toi, moi peut-être, j'ai moins d'expérience que toi, mais je dirais que j'avais fait une mission qui était dans le cadre d'une transaction où je me suis retrouvé à interviewer un expert mondial de pièces détachées de camions, de moteurs de camions. Et c'est vrai que je me suis dit, là vraiment, je suis bien spécifique, mais non, c'est insolite. C'est insolite, ça permet de découvrir des marchés dont on ne soupçonne pas vraiment l'existence. Voilà. Alors, on a un autre commentaire de la part d'Ikram. Comment se préparer efficacement au test informatique du premier tour et au test écrit du deuxième tour? Moi, je vais parler du test écrit du deuxième tour et je te laisse parler du test informatique si tu veux. Alors, le test écrit du deuxième tour, en quoi ça consiste? C'est, vous arrivez, on vous donne un classeur en fait, où il y a plein d'informations. Des impressions en fait, et on vous donne quelques questions et 2 heures. Vous avez 2 heures pour répondre par écrit à ces questions-là. Comment se préparer efficacement? Il y a un enjeu de temps, il y a un enjeu d'efficacité évident, c'est-à-dire si vous pensez que vous allez tout lire en 2 heures, c'est impossible. Donc, faut bien s'organiser pour avoir le temps de répondre aux 3 questions. Et on attend vraiment à ce que vous répondiez aux 3 questions. Là où sur le test informatique, vous n'avez pas forcément besoin d'aller jusqu'au bout pour être très bon. Il y a plus de questions. Donc, la première chose, c'est qu'il faut bien gérer son temps. Donc, regardez bien le temps qui vous reste, etc. La deuxième chose dans la gestion du temps aussi, c'est il faut laisser du temps
à la lecture des documents, à la réflexion, mais aussi à la présentation, parce qu'on vous demande de présenter. Alors, on ne vous demande pas de faire des belles slides, etc. C'est des choses papier, mais on a besoin que ce soit quand même lisible. Que ce soit quand même lisible, parce que quelque chose qui s'exprime clairement et quelque chose qui a été compris, aussi, qui est limpide aussi dans la tête. Donc, prenez le temps aussi, ne bâclez pas les slides à la fin. Une fois de plus, ce n'est pas des œuvres d'art, hein, donc c'est des slides écrites, mais prenez quand même le temps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce test écrit? Comme je vous le disais tout à l'heure, ça se fait en anglais et attendez-vous à faire le débrief, exactement, le débrief aussi en anglais. Voilà. Pour répondre à la deuxième partie de la question, sur le test informatique, moi ce que j'avais fait, c'est que je m'étais entraîné sur le site du BCG, il y a un exemple. Ça vous permet de vous entraîner, de voir un peu le type de questions. C'est une étude de cas, hein, mais qui est déroulée entièrement en ligne. Et voilà, il y a 4 ou 5 questions d'exemple, je crois que ça permet déjà de s'entraîner un peu. Et vous n'avez pas besoin d'avoir juste à toutes les questions pour réussir. Hein. C'est pas 100% de réponse, hein, si ça peut vous rassurer. La difficulté est élevée. Une autre question? Une question de Wei Yang. Bonjour, je souhaiterais vous poser 2 questions. Est-ce que le BCG propose des épreuves écrites avant les entretiens? Le calcul mental fera-t-il partie intégrante du processus de recrutement chez BCG? Alors, est-ce que BCG propose des épreuves écrites avant les entretiens? Non, la réponse est non. Le process d'entretien, pour vous le redire de manière claire, en tout cas au BCG, vous avez, si vous postulez pour un stage, votre premier tour, c'est le test informatique dont Jean-Baptiste vient de parler. Votre deuxième tour, c'est un entretien et un test écrit. Le test écrit dont on a parlé juste avant. Et votre dernier tour, c'est 2 entretiens. Et si vous postulez pour un CDI, au premier tour, vous avez un entretien en plus. Donc, il n'y a pas d'épreuve écrite avant les entretiens. La seule épreuve écrite, c'est l'épreuve écrite du deuxième tour. Dont on a parlé tout à l'heure pour les CDI, pas pour les stagiaires. Le calcul mental fait-il partie intégrante du processus de recrutement? Disons que c'est une... Attendez-vous à avoir à un moment un calcul mental dans votre étude de cas. C'est jamais le calcul pour le calcul. Je pense que le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure avec Jean-Baptiste est... C'est représentatif du niveau Exactement. De fluidité attendu. Ouais. Absolument. Alors, commentaire de la part d'Amine. La valeur ajoutée d'un jeune consultant est-elle plus importante quand il comprend les enjeux majeurs de divers secteurs ou plutôt les problématiques spécifiques à une industrie particulière, généraliste versus spécialiste? Je pense que c'est difficile d'être à la fois jeune et spécialiste. Mais bon, on peut se dire qu'au BCG en tout cas, ce qu'on attend des associates et des consultants, même si consultant, déjà on peut un peu plus se spécialiser, c'est vraiment d'être capable de travailler sur tout type de problématiques, puisque ce qui est attendu de nous, c'est les compétences que vous avez vues un petit peu aussi au travers de l'étude de cas. Et donc la rigueur et le business sense, c'est pas spécifique à une industrie. Donc c'est plutôt généraliste. Une autre question? Alors... Commentaire de Marine. Les études du BCG sont-elles en général interviewee-led ou interviewer-led? Qui guide? C'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Donc la question, c'est les études de cas. Qui mène l'entretien? Je pense que clairement, celui qui mène l'entretien doit être l'interviewé, le candidat. C'est le candidat qui doit mener l'entretien. D'ailleurs, quand on forme des gens à devenir intervieweurs, on leur dit il faut que ce soit lui qui parle plus que l'intervieweur. Hein, on valorise ce qu'on appelle le drive, donc le fait que vous soyez capable de conduire l'entretien. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un monologue, c'est un échange dont vous avez l'ownership, dont vous avez le lead. Allez là où votre intervieweur veut vous mener. Une fois de plus, on ne cherche pas à vous piéger, mais je dirais définitivement interviewee-led. Alors, un commentaire de la part d'Omar.
Conseillez-vous d'attendre d'être totalement prêt avant de postuler? Ou bien, étant donné que le process prend du temps, conseillez-vous de candidater au plus tôt et continuer à préparer? Eh bien, comme vous voulez. Comme vous voulez, le process ne prend pas du temps. Hein. Le process est particulièrement flexible. Vous le verrez quand vous passerez des entretiens chez nous. Il faut nous laisser un petit peu de temps. Il faut laisser entre 1 et 2 mois maximum. Mais honnêtement, on est quand même... le process est extrêmement flexible. Hein. Donc, il n'est pas particulièrement long. Il s'adapte à vous surtout. C'est un process, comme je vous ai, qui est flexible. Donc, c'est un peu comme vous voulez. Vous pouvez appeler, postuler en disant... Et c'est ce que j'avais fait moi d'ailleurs. J'avais postulé, j'avais passé mon premier tour au BCG et je ne m'étais pas sentie super à l'aise. Et du coup, c'était quand même passé. Et j'ai dit, en fait, j'aimerais bien prendre un petit peu de temps pour me préparer. Donc, j'avais mis on hold, j'avais mis en attente la suite de mon process, pris le temps de me préparer, passé des entretiens ailleurs et je suis revenue pour poursuivre. Donc, franchement, faites comme vous le sentez. Nous, on s'adapte à vous. Opposé, moi, j'ai tout fait semaine après semaine, en 3 semaines. Donc, je pense que tout est possible et c'est exactement ça. Et là-dessus, il n'y a pas vraiment de critères particuliers, c'est à vous de juger. Exactement. En tout cas, au BCG, on s'adapte à vous. Voilà. Bon, je crois que c'était la dernière question. C'est passé rapidement, mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était utile et surtout que vous serez nombreux à postuler au BCG ou ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.